Donc voilà, donc encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, je vous emmène dans un voyage à travers les montagnes du Népal, à la rencontre de femmes, d'hommes et d'enfants dont le courage et la résilience inspirent notre action. Maintenant le... Ah, d'accord. Donc, un petit rappel. Donc, on a commencé à soutenir des projets de développement à partir des années 90, spécifiquement en 97, grâce à en fait un engagement de nos bénévoles que vous voyez sur la photo, Marie-Josée et Gilbert, qui ont en fait euh, enseigné pendant des années dans une école au Moustang et qui ont dit ben, le Népal est très pauvre, donc pourquoi pas aussi commencer à financer des projets au Népal. Donc actuellement, nos projets sont cofinancés via l'accord cadre avec le ministère des Affaires étrangères luxembourgeois et aussi nous avons trois projets climat cofinancés à hauteur de 90% par le ministère de l'Environnement, du Climat et la Biodiversité. Euh, le, le Népal est toujours considéré comme un pays moins avancé, donc on reçoit 80% de cofinancement du ministère des Affaires étrangères, mais ça va peut-être changer dans le futur, mais on doit encore voir la situation politique. Mais normalement, fin 2026, il est prévu que le Népal change de catégorie. Donc, en ce moment, nous avons 15 projets en cours avec donc 6 partenaires locaux sur place qui mettent en œuvre les actions de nos projets. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, en fait, dans notre accord cadre, la partie Népal représente presque 80% de nos projets. Et c'est en fait depuis 2021 que le Népal est vraiment devenu notre pays cible premier. Donc, vu qu'on reçoit moins d'argent pour l'Inde, on a pris la décision il y a quelques années d'étendre graduellement notre présence au Népal. Donc actuellement, le budget dans notre accord cadre est de 1,3 million, dont 80% pour le Népal. Et on a aussi trois projets climat où chaque projet, le budget est de 100 000 euros, donc 300 000 euros par an de projet climat. Ça prend un petit peu de temps pour changer les slides, donc excusez-moi. Voilà. Donc ici, il y a la carte du Népal où vous voyez en fait, on a aussi fait le choix de ne pas être éparpillé trop sur tous les 77 districts du Népal, mais de vraiment cibler les provinces les plus pauvres. Donc à l'ouest, vous voyez la province de Karnali. Grâce à un projet soutient en fait des défenseurs des droits humains, des jeunes. On est vraiment présent dans tous les districts de la province, mais aussi dans Sudoparchim, tout à gauche. Et puis, vous voyez autour de Katmandou, certains districts, on est présent, et aussi dans la province Madèche, à la frontière avec l'Inde. Les petits trucs verts, en fait, ce sont nos trois projets climat. Donc, ils sont donc à Saptari aussi à la frontière avec l'Inde. Rasuva, c'est vraiment à 3000 mètres d'altitude. Et un projet à Cavray autour donc de Katmandou à 2 heures et demie par voiture. Donc, nos projets, vraiment, donc Katmandou est à 1355 mètres et Rasuva, donc à 3200 mètres d'altitude. Euh, donc, la situation politique au Népal, je pense que vous avez lu certainement récemment en septembre qu'il y a eu en fait des manifestations de la génération Z, donc des jeunes qui sont allés dans les rues. Dans nos médias, on a expliqué en fait que c'était à cause de la coupure de tous les réseaux sociaux. Mais en fait, la raison, c'était vraiment de manifester contre la corruption. Parce qu'en fait, il y a trois partis politiques qui, en fait, tous les ans, se partagent le pouvoir. Euh,
se mettre plein les poches et en fait, la jeunesse et les pauvres ne profitent pas de la richesse du pays. Et donc, en fait, la coupure des réseaux sociaux, donc il ne marchait plus que TikTok et même plus Facebook, WhatsApp, tout était coupé. Et donc, ils sont allés dans les rues, même des jeunes avec leur uniforme, leur sac à dos pour manifester. Malheureusement, euh, le Premier ministre a décidé euh, de riposter. Ils ont en fait tué plus d'une soixantaine de jeunes dans les rues. Donc, la police, comme vous voyez sur la photo, et le nombre va encore augmenter parce qu'il y a plein de jeunes encore dans les hôpitaux. Et donc, après 2 jours, en fait, la situation, ils ont en fait brûlé euh, euh, le Supreme Court, même les maisons des politiciens. Et donc, ça a fait tomber le gouvernement et le Premier ministre est en fait s'est enfui dans une baraque de l'armée. Et maintenant, il y a un gouvernement intérimaire, donc c'est la première femme du Népal, Premier ministre qui est à la tête du pays. Et ils ont en fait déclaré maintenant des élections pour le 5 mars. La situation est pour l'instant assez stable. Ils viennent juste de terminer leur festival. On peut comparer à notre Noël. Et donc, depuis aujourd'hui, ils sont de nouveau dans les bureaux. Euh, on m'a beaucoup posé la question, est-ce que ça a un impact sur nos projets? Vraiment, quand ils étaient dans les rues, bien sûr, tout le monde est resté à la maison, tout le monde avait peur. Et pendant quelques jours, 3, 4 jours, on n'a en fait pas mis en place, bien sûr, les activités. C'était trop dangereux. Mais depuis, on est revenu un petit peu à la normale. Donc, je pense pas que d'ici mars, il y aura vraiment des problèmes pour la mise en œuvre de nos projets. Donc, je commence à vous parler un petit peu des différents projets. Bien sûr, je ne peux pas vous présenter la quinzaine de projets qu'on soutient actuellement au Népal. Donc, j'en ai choisi quelques-uns que j'ai visités pendant ma mission au Népal fin mars, début avril. Donc là, on commence en fait dans le district de Sourquette où on a un certain nombre de projets et celui de la fourniture d'eau potable dans le village de Parceni. Donc, en fait, Sourquette, Iberen-Nagar, c'est la capitale en fait de la province de Karnali. Et là, vous voyez que euh, la photo où le projet en fait consiste à pomper de l'eau d'un puits de 120 mètres de profondeur vers un réservoir circulaire de 100 mètres cubes qui est, vous voyez, dans les montagnes. Euh, c'est donc en amont de la colline. Et puis l'eau potable est ensuite amenée par gravité à travers 4 conduites vers 2 points d'eau dans le village. Là, donc, j'ai un petit peu regardé le chantier qui était en cours et actuellement, ben, tout est déjà mis en œuvre et on va donner à la population locale le projet. Et là, vous voyez aussi que ben, les femmes aussi, les villageois, on va vraiment travailler aussi pour réaliser le projet. Parce que pour nous, c'est très important que les bénéficiaires, mais aussi le gouvernement local contribuent à la mise en œuvre du projet, parce que si on veut que ce soit durable, bah, c'est très important que tout le monde contribue. Donc, on a aussi créé un comité de gestion. Et tous les mois aussi, les villageois vont contribuer 100 roupies dans un fonds de gestion pour après pouvoir faire eux-mêmes des réparations ou payer des réparations, faire la gestion correcte de l'installation. Donc là, vous voyez, on a eu par la suite eu des discussions avec les villageois. La discussion était un petit peu tendue parce que chacun avait un petit peu peur qu'ils vont pas bénéficier de l'accès à l'eau. Parce que bien sûr, il y a les intouchables, les populations marginalisées, et il y a des populations plus aisées, et donc il y a eu des tensions. Mais ce qui est très important pour nous, c'est aussi que le terrain déjà appartient au gouvernement. Et là aussi, on est dans la cour de l'école primaire, donc c'est le terrain du gouvernement. Euh,
parce que sinon c'est très compliqué si ça appartient à une personne privée ou à quelques propriétaires. Et donc là, on a pu discuter et rassurer la population que tout le monde aura accès. Donc 573 familles vont profiter de l'accès à l'eau, parce que c'est une région où il y a très peu de précipitations euh, pendant des mois. Donc même l'agriculture, c'est très difficile et avec le changement climatique, ça devient de plus en plus compliqué. Donc presque dans chaque village où on va pour discuter de nouveaux projets, tout le monde nous dit il nous faut de l'eau, on n'a plus assez de l'eau pour irriguer nos champs, pour se laver, pour assurer une bonne hygiène. Donc ça, c'est vraiment un des aspects les plus urgents quand on travaille au Népal. Donc après, j'ai continué dans le même district. Depuis quelques années, on travaille avec les derniers nomades du Népal, les Raotés. Donc, et on veut en fait préserver cette culture qui est très très spécifique. Les Raotés, c'est en fait un groupe ethnique d'indigènes nomades qui sont officiellement reconnus par le gouvernement du Népal, mais traditionnellement, les membres de cette communauté, qui sont plus que 140, 142 membres, euh, environ 40 familles, refusent toute éducation formelle, la pratique de l'agriculture et de d'élevage d'animaux, ainsi que la construction de logements permanents. Donc, vous voyez en fait comment ils habitent actuellement. Donc, c'est vraiment dans des petits... donc, ils vont aller dans la jungle, couper du bois, et puis pendant la saison chaude, ils couvrent pas en fait leur tente, et dans l'hiver, c'est un petit peu couvert. Et ils s'appellent ou se nomment eux-mêmes les rois de la forêt, parce qu'ils déjà ils vont aller dans la forêt pour chasser le singe, ils mangent le singe. euh, et ils enterrent aussi les morts. Donc, quand quelqu'un meurt, ils changent de nouveau de campement. Mais aussi leur pratique, donc toutes les 6 à 8 semaines, ils changent de campement. Donc là, on voit des enfants raoutés. Le problème qu'on a découvert tout au début, quand on a décidé de travailler avec eux, c'était vraiment la malnutrition. Comme il y a deux peuples raoutés, c'est déjà très compliqué parce qu'ils se marient qu'entre deux clans. Et donc, vu qu'il y a de plus en plus de filles qui sont nées, il y a de moins en moins, bien sûr, de maris donc plus de femmes à être mariées que d'hommes. Donc là, déjà, on a un problème pour augmenter la population. Et puis, euh, selon leur tenue traditionnelle, ils sont pas très chauds quand les enfants sont nés. Et donc, il y a des problèmes. Euh, que les bébés meurent très tôt, qu'il y a la malnutrition. Donc, on a en fait 3 employés de notre partenaire SOSEC qui les suit toutes les semaines et de campement en campement pour les accompagner, pour leur enseigner une meilleure hygiène, euh, etc. Donc, mais depuis, on a vraiment vu de grands changements. Et une de leurs pratiques, c'est en fait le troc de bol en bois qui confectionne, mais c'est que les hommes raoutés qui le font. Et traditionnellement, ils ont en fait troqué ces bols contre les céréales, euh, qui est principale activité d'échange économique. Mais maintenant, beaucoup de Népalais utilisent les seaux en plastique, etc. Donc, ils voient bien en fait, il y a de moins en moins de gens qui veulent acheter leur bol ou ce qu'ils confectionnent. Là, vous voyez à l'intérieur d'une tente une femme raotée. Donc, c'est en fait les femmes raotées qui prennent les décisions et pas les hommes. Et il y a vraiment une égalité entre hommes et femmes. Ce qu'on voit pas souvent dans la culture népalaise. Mais chez les raotés, aussi comment résoudre les conflits, c'est très spécial et égalitaire. Et donc, comme ils refusent l'éducation formelle, on a quand même introduit pour les enfants ce qui va en fait nous aider à améliorer l'hygiène, etc. En fait, ils commencent déjà à écrire un petit peu l'alphabet népalais, euh, à dessiner. Et puis, on a aussi introduit une tablette euh, les,
pour apprendre les mathématiques. Donc, c'est une start-up luxembourgeoise, Magritte, qui a lancé ce programme qu'on a aussi implémenté dans différentes classes de jeunes enfants entre 3 et 9 ans euh, pour apprendre les maths sans pour avoir la nécessité de la langue, etc. C'est aussi pour les enfants qui ont la dyslexie, etc., donc qui ont des difficultés pour apprendre. Et en fait, via cette éducation informelle, les enfants sont attrayés par l'éducation informelle. Et c'est vraiment un très très chouette projet que j'ai déjà visité au moins 5 fois et je vois toujours des progrès. Et c'est vrai que quand on travaille avec des nomades, il faut vraiment changer sa vue sur le développement, vu qu'ils veulent pas faire l'agriculture, etc. Mais le, le plus important, c'est vraiment de les accompagner à garder leur culture, mais de faire face à des défis comme le changement climatique, etc. Puis on a continué notre mission dans les districts de Jumla à 3000 mètres d'altitude. Donc c'est un projet axé sur les droits de l'enfant qui fait partie d'un projet régional qu'on a mis en place pour la première fois, donc avec 3 autres projets en Inde, axés donc sur les droits de l'enfance, mais aussi des jeunes et aussi l'amélioration de leur éducation, de la sécurité alimentaire dans le district nouveau de Surkhet, mais aussi à Jumla. Donc là, vous voyez en fait la vue sur la plaine de Jumla. C'est la première fois qu'AIN travaille dans ce district très reculé. Normalement, avec l'avion, ça prend 1 heure et demie, mais en voiture, on a pris 9 heures de Surkhet. C'est vraiment sur des routes pas très confortables et pas bétonnées. Donc, quand je suis arrivée, c'est en fait les femmes qui m'ont présenté en chantant tout l'impact de notre projet, les activités qu'elles ont déjà réalisées. Donc, c'était très spécial. Normalement, bon, 1 ou 2 femmes font le rapport de leurs activités, mais ici, c'était via le chant. Donc, c'est de nouveau des femmes intouchables, marginalisées, qu'on soutient dans l'agriculture biologique pour avoir des revenus, parce que dans cette région du Népal, les hommes sont partis à l'étranger, que ce soit au Moyen-Orient, en Corée, au Qatar, etc. Donc, en fait, dans les villages, on retrouve souvent plus que les femmes, les enfants et les vieilles personnes. Et donc, majoritairement, on travaille avec les femmes pour améliorer le revenu de la famille. Parce que si on renforce la situation familiale à travers les femmes, on est sûr que les enfants vont aussi bénéficier. Et donc là, dans la communauté, parce que à Karnalis, il y a encore vraiment des traditions très néfastes comme le travail des enfants, le mariage précoce. Il y a aussi la région où il y a beaucoup de problèmes de drogue et d'alcool. Apparemment, la drogue vient de l'Inde et ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Donc, j'ai même vu beaucoup d'alcooliques, des gens drogués, surtout des hommes qui sont restés dans les villages qui n'avaient pas d'emploi. Et c'est clair que via notre projet, on ne peut pas nous seuls résoudre le problème de la drogue. Et il y a aussi une tradition qui dit que quand la fille ou la femme a ses règles, elles doivent sortir de leur maison et rester dans un abri. euh, bon, c'est même plus petit qu'un abri pour animaux. Donc pendant 5 jours, ils sont à l'extérieur. Et donc, en fait, la pièce de théâtre qu'ils ont montée ici, c'est dire que voilà, c'est une mauvaise pratique. Il n'y a rien de mal quand les femmes ont leurs règles, parce que normalement, ils n'ont même pas le droit de toucher les hommes, de faire la cuisine, etc. Et souvent, les femmes meurent dans de telles situations parce que donc pardon, par la donc ils peuvent pas rentrer à la maison. Et donc, ici, ils ont montré que cette pratique est néfaste. Ils ont en fait arraché les abris. Euh, et donc, vu que la majorité de la population ne sait ni lire ni écrire, donc c'est via des pièces de théâtre, des clips de radio, etc., qu'on sensibilise la population.
Donc là, vous voyez en fait les femmes j'étais très étonnée qu'après un an de soutien de notre projet, elles savent déjà parler devant tout le monde, s'exprimer, argumenter, avoir vraiment des idées. Qu'est-ce qu'il leur faut pour changer leur situation, pour avancer au niveau économique et social. Là, c'était une autre communauté qui nous a donc présenté leurs activités de préparer des bâtons euh, d'encens. Parce que dans leur rite, bah, ils utilisent beaucoup d'encens et c'est vraiment utiliser des ingrédients bio. Donc là, il y a un grand marché. Ils nous ont aussi demandé euh, si on peut financer une machine pour, au fait, augmenter la production des bâtons d'encens. Là, vous voyez les hommes dont je vous ai parlé qui n'ont pas de travail. Tous les jours, des milliers de jeunes hommes, mais aussi des femmes, partent du Népal pour trouver un travail en dehors du pays, souvent dans des situations très précaires et aussi bah, dans les pays très chauds comme le Koweït et d'autres, donc où il y a beaucoup d'exploitation. Euh, mais on a déjà vu grâce à nos projets que quand développent leurs activités économiques, bah, les hommes reviennent parce que ils peuvent gagner plus d'argent en travaillant avec leurs femmes et à développer vraiment une activité économique. Et ça, bien sûr, crée aussi de l'harmonie dans la famille et dans la société quand les hommes sont là dans ces villages. Là, c'est à Sourquette où on travaille aussi avec des populations indigènes. Euh, On vous voyez déjà qu'ils sont très très différentes, les tarous. Et là aussi, ils nous ont présenté de nouveau l'activité de création de bâtons d'encens. Mais ils ont aussi lancé il y a un an une activité de homestay. Donc, les gens peuvent euh, pour quelques jours rester dans leur maison, euh, apprendre comment ils vivent et ils vont aussi cuisiner pour aussi bah, de leur jardin les légumes biologiques qu'on peut alors manger à midi et au soir. Donc c'était très très bon, très spécial comme nourriture. Euh, Là vous voyez la photo à la main ils roulent les bâtons. Donc il y a aussi un autre volet sur l'éducation. Donc là on équipe des salles de classe dans les deux districts. On veut aussi augmenter la qualité de l'éducation pour que les enfants viennent vraiment à l'école, mais on, veut aussi travailler avec les enseignants, les former plus à vraiment enseigner selon Kindgerecht, donc pour vraiment euh, utiliser de nouvelles méthodes d'enseignement. Euh, Quand on regarde les écoles, ben, c'est vraiment des petites salles de classe. Il n'y a pas d'aire de jeu à l'extérieur, il n'y a pas de budget, donc ils ont parfois des petits jeux à l'intérieur des salles. Mais sinon, très très peu d'opportunités pour les enfants de courir, de jouer à l'extérieur. Et donc, on donne aussi du budget pour aménager aussi l'extérieur des cours des écoles. Voilà, ça c'était la partie sur Surquête. Là, je vous parle donc très brièvement. On a donc la campagne pour la solidarité et la promotion des jeunes défenseurs des droits humains qui couvre vraiment tous les districts de la province de Karnali. Parce que pour nous, c'est très important qu'on travaille aussi avec les jeunes Népalais qui sont le futur du pays, qui doivent prendre la responsabilité pour changer la situation politique, de combattre vraiment la corruption, de défendre les droits des personnes marginalisées, que ce soit au niveau droit de l'éducation, l'impact du changement climatique, donc les minorités, etc. Donc là, vu que c'est vraiment très éparpillé et couvrir toute une province, ils ont créé une plateforme online pour se rencontrer régulièrement qui est sécurisée et qui leur permettent alors de débattre sur des sujets importants.
participent aussi à différents séminaires, ils prennent la parole pendant du networking au niveau national, mais parfois aussi international. Et certains d'eux qui sont un peu plus âgés, se sont aussi lancés dans la politique pour changer aussi la situation au niveau local. Après, on revient dans la province de Baghmati, donc qui est la province, qui est la capitale de Katmandou. Et Betanchok, c'est en fait la municipalité dont on travaille depuis déjà 6 ou 7 années. On y a différents projets. Donc un projet d'éducation, de qualité et de revenus, mais malheureusement, et aussi un projet climat. Et malheureusement, l'année passée, on avait dû aider la population après des glissements de terrain et des inondations. Et là, vous voyez encore la route qu'on a dû prendre, hein, pour aller visiter nos bénéficiaires. Donc là, vous voyez déjà les glissements de terrain et aussi le blocage des routes. Donc là, ils étaient en train euh, de dégager la route. Donc on était bloqués plus d'1 heure avant qu'ils avaient de nouveau nettoyé la route. Et c'est vrai que ça, c'est un grand défi quand on se déplace au Népal. On ne sait jamais si on va arriver à temps ou qu'on va arriver quelque part. Donc, il y a toujours des problèmes sur les routes parce qu'elles sont pas goudronnées, parce qu'il y a des glissements de terrain. Euh, Là, pendant 3 jours, il y a à nouveau eu vraiment des précipitations pendant 3 jours donc, beaucoup d'inondations et de nouveau aussi à Bétanchok. Donc, je dois encore voir avec le partenaire nouveau quel est l'impact dans la situation. Et donc, beaucoup d'écoles étaient inondées l'année passée et on a en fait installé des purificateurs d'eau dans toutes les écoles qui avaient le problème d'eau. Euh, Ça a été financé par le groupe Foyer qui en fait soutenu ce projet pendant déjà 5 ans. Et là, j'ai visité les installations dans les cours de l'école. Parce que sans une eau potable, les enfants vont tomber malades, ils peuvent pas venir au cours régulièrement. Donc ça, c'est vraiment des situations où on veut vraiment s'assurer que il y a une bonne hygiène pour suivre les cours. Donc là, donc à l'école Parbati, qui va aussi faire partie de notre projet d'échange qui a débuté cette année scolaire avec le lycée Aline Mayrisch ici au Luxembourg et des jeunes de l'école Parbati. Euh, donc là, vous voyez les directeurs de l'école Govinda qui est déjà venu au Luxembourg il y a 2 ans, qui a déjà fait partie de l'échange entre les jeunes. Et là, nous avons aussi lancé le projet Magritte avec les tablettes, donc où les petits-enfants apprennent les maths à travers cette application. Nous avons aussi financé les fournitures pour les salles de classe, mais aussi les formations pour les enseignants, comment mieux enseigner, comment utiliser les technologies dans les classes. Et là, vous voyez, à côté de cette école, il y a notre coopérative de femmes. Il y a plus de 1 000 femmes qui sont maintenant actionnaires dans la coopérative qu'on a lancée en 2021. Et c'est vraiment toujours un plaisir de les rencontrer. Elles sont vraiment très, très dynamiques. Elles travaillent donc sur leur champ et grâce aussi au groupe d'assurance foyer, on leur a financé il y a quelques années un petit camion pour pouvoir livrer directement les légumes sur les marchés, que ce soit à Bhaktapur, Katmandou, pour en fait éliminer l'intermédiaire. Et grâce à ce camion, elles ont déjà pu augmenter leurs bénéfices de 30%. Et c'est même maintenant une femme qui va faire le permis de conduire pour pouvoir
aussi conduire le camion. Pour l'instant, bon, ils ont embauché quelqu'un pour le faire, mais l'objectif, c'est aussi que ben, tout est fait par les femmes de la coopérative. Et moi aussi, je suis actionnaire. J'ai une action dans, dans la coopérative qui a coûté 500 roupies. Donc, 1 euro est environ 160 roupies actuellement. Et donc là aussi, ils me présentent toujours ben, combien ils ont dans leur fonds, combien de prêts ils font aux femmes actionnaires, quelle est leur épargne. Donc chaque femme réussit maintenant à contribuer 300 roupies par mois dans le fonds pour pouvoir aussi donner des prêts à d'autres femmes. Donc vraiment une coopérative qui marche très très bien. Malheureusement, on n'a pas assez de capital pour pouvoir donner des prêts à tout le monde. Bon, 1 000 femmes, c'est énorme, mais ça montre quand même le succès de notre projet. Et donc, j'étais surpris que à côté dans l'école par bâti, bah, j'ai vu en fait des femmes qui savaient ni lire et écrire, qui ont pris maintenant des cours pour apprendre. Et certaines femmes étaient vraiment très motivées. Ils ont fait 2 ou 3 années scolaires en une seule année. Et c'est aussi grâce à l'échange avec le Luxembourg que Govindan, le directeur, a eu cette idée de lancer ces cours pour les femmes, pour leur faciliter la gestion de leur budget, pour pouvoir lire et écrire. Et donc, je trouvais ça super quand j'ai vu les femmes être si motivées. À côté, bien sûr, il y a le projet du changement climatique. Et là, on a un Community Organic Agriculture Learning Center, donc pour aussi former continuellement les femmes agricultrices qui sont dans le projet. Et là, vous voyez une très grande serre qui sert aussi à apprendre comment cultiver certains légumes, etc. Et donc, c'est vraiment, ça marche très, très bien. Euh, Ils ont tellement appris et la variété de légumes qu'ils cultivent actuellement, il y a un grand changement par rapport au début quand on a lancé le projet. Ils ont aussi lancé là vous voyez les graines, c'est une banque de semences parce qu'on veut aussi garder les semences traditionnelles qui existent dans la région. Et on a vu avec le Covid, ben, bien sûr, il y a eu plus de transport, rien du tout. Et les femmes n'avaient pas les semences nécessaires pour la saison de cultivation et c'est pour ça qu'on a lancé cette banque de semences. Et voilà, donc je suis déjà à la fin du webinaire. Donc avant de passer aux questions-réponses, déjà un save the date pour le prochain webinaire sur l'Inde. Parce qu'on va partir dans 2 semaines en Inde, en mission, 3 semaines. On serait très très heureux de vous revoir le 3 décembre de nouveau à 19 heures pour aussi vous expliquer ben, les projets qu'on finance actuellement en Inde. Voilà, je remercie pour votre attention et on va passer donc aux questions, si vous voulez bien. Normalement, tout le monde peut aussi prendre la parole. Sinon, si vous voulez, il y a aussi le bouton en bas Q&A où vous pouvez écrire vos questions. Donc, il nous reste 20 minutes pour un petit peu parler, poser des questions. Donc, vous pouvez, il y a aussi le bouton Raise Hand, donc là, je vois pour vous donner la parole. C'est clair que c'est très difficile de résumer tout notre travail en une petite heure. C'est pas possible parce qu'on a tellement de projets. Là, j'ai juste pris quelques exemples de projets dans la province de Karnali que j'ai récemment visité. Bien sûr, les projets à la frontière de l'Inde ressemblent plus à, bah, à l'Inde. Il y a peu de différences et c'est aussi pour cette raison que les populations sont marginalisées parce que les Népalais disent que voilà, c'est des Indiens, ce ne sont pas des Népalais. Ces gens-là n'ont pas de papier, pas de certificat de naissance, euh, certificat de mariage. Et donc ça leur empêche en fait d'accéder à des programmes gouvernementaux, à
enregistrer leurs enfants dans les écoles à cause de ce manque de documents. Et donc, un de nos projets aussi, ben, travaille avec les populations, leur donne des conseils juridiques pour leur permettre d'avoir ces documents vitaux, comme une carte d'identité, etc., pour accéder aux différents programmes qui existent, par exemple la pension pour les vieilles personnes, et aussi ben, il y a des fonds pour les femmes victimes de violences, où ils peuvent aussi être soutenus parce que la polygamie existe toujours dans le pays. Et donc, souvent, les hommes se remarient ou ont une deuxième femme, ce qui est quand même défendu par la loi. Et donc, on a beaucoup de cas de femmes seules avec leurs enfants qui ont besoin d'un conseil juridique. Donc, Christian, il pose une question. Est-ce que c'est facile de communiquer avec les bénéficiaires des projets? Est-ce qu'il y a qui maîtrisent un peu d'anglais? Donc, ça dépend des régions. Bien sûr, les projets autour des grandes villes, les jeunes parlent beaucoup plus l'anglais, bien sûr avec un accent. Mais on a aussi un collaborateur népalais sur place qui fait le monitoring de nos projets. Donc Ramesh, il a vécu 20 ans au Luxembourg euh, et qui aussi ben, traduit, mais bien sûr aussi nos partenaires, l'équipe parle anglais. Euh, Parfois, c'est difficile parce il y a plus d'une centaine de dialectes de langues au Népal. Donc, souvent, avec le népalais, on arrive à comprendre les populations, mais pas tout. Donc, il y a quand même, déjà, les Raotés, ils ont leur propre langue qui est pas très proche du népalais. Donc, il faut avoir des gens sur place qui travaillent dans nos projets, qui connaissent vraiment les traditions, les gens, les cultes, coutumes, pour mieux cibler bah, les actions pour les soutenir. Ça, c'est très important. Et par la suite, bien sûr, pour assurer la durabilité, c'est important de travailler avec, que ce soit les partenaires vraiment ancrés dans la région du projet pour poursuivre des actions sans notre soutien financier par la suite. Autre question, vous avez expliqué que les hommes partent souvent dans d'autres pays pendant des mois pour y travailler. Est-ce que c'est pareil pour toutes les régions, y compris les villes? Est-ce qu'il y a des différences entre les générations? Malheureusement, au Népal, il y a très très peu d'usines, de possibilités pour trouver un emploi. C'est pour ça que je dirais 80% de la population travaille encore dans le secteur de l'agriculture. Et vu qu'ils utilisent des pratiques traditionnelles, ils doivent même importer encore des légumes et des fruits de l'Inde. Aussi, l'Inde, bien sûr, avec ses subventions, vont détruire les prix des Népalais. Donc, c'est très difficile même de vraiment, pour l'instant, euh, gagner assez d'argent pour vraiment développer euh, des activités génératrices de revenus et de rester dans le pays. Donc là, on voit que ce soit des jeunes ou des vieilles personnes et même les femmes, tout le monde veut partir. Au moins, il y a au moins une personne de presque chaque famille qui part pour assurer la survie des familles. Je pense que l'argent que les Népalais habitants ou travaillant à l'extérieur représente, je pense, 30% du euh, PIB du pays, avec l'aide humanitaire, etc. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Bien sûr, euh, beaucoup de gens travaillent en Inde et on ne sait même pas combien de Népalais travaillent en Inde parce que c'est une la frontière est ouverte, donc eux, ils peuvent facilement, sans visa, juste avec leur carte d'identité, traverser les frontières. Il y a des centaines de kilomètres de frontières, donc là, on ne sait même pas combien de gens passent au moins 6 mois tous les ans sur les chantiers et dans les usines en Inde.
Mais ce qui est vrai, ben, comme je vous l'ai expliqué, souvent dans les villages, il reste plus que les femmes, les vieilles personnes et les enfants. Donc, les femmes doivent déjà s'occuper de leur famille et en plus encore travailler sur les champs, avoir toute la responsabilité. Donc, c'est très dur euh, pour les femmes au Népal. Donc, une autre question, le soutien d'Ariane à la population des Intouchables est-il facilement accepté par la population népalaise? Donc, il y a quatre grandes catégories de castes, comme en Inde aussi au Népal, mais dans chaque, là, les bras, euh, mais au sein de chaque caste, il y a aussi des sous-castes. Donc, c'est très, très compliqué. Par exemple, quand j'ai visité un de nos projets, j'ai directement vu, il y avait des femmes autour de moi. La majorité était bien habillée, propre. Et il y avait dans un coin, en fait, des femmes sales. On pensait qu'ils sont juste venus des champs, etc. Et donc, j'ai posé la question, pourquoi il y a cette différence dans l'apparence des femmes qui sont autour de nous? Bah, là, ils ont dit, voilà, c'est les femmes intouchables, hein, et on voit la différence. Et c'est aussi ces femmes-là qui se sont pas beaucoup exprimées. Donc aussi notre rôle en tant que bailleur, de demander la parole, d'avoir leur avis et aussi de dire, voilà, dans la sélection des bénéficiaires de nos projets, il faut vraiment choisir le plus de gens intouchables et de personnes marginalisées. À côté des intouchables, il y a aussi ben, les ethnies locales qu'on appelle au Népal les Janajati. Là aussi, ben, eux aussi sont marginalisés. Donc il y a d'un côté les intouchables et les différentes ethnies du pays. Bien sûr, on le voit que c'est pas très facilement accepté, bien sûr, par la population népalaise. Et on voit toujours qu'ils essaient quand même de dominer quand on a des réunions avec eux, etc. Et donc, à nous aussi de sensibiliser, de dire que bah, chacun a sa place dans la société népalaise, chacun doit bénéficier et faire partie des actions qu'on mène avec la communauté. Mais on voit que dès que les femmes s'engagent dans des groupements de femmes ou de jeunes, etc., il y a moins de violence dans les villages. Quand ils gagnent de l'argent, ils se font déjà respecter au sein de leur famille. euh, et ça crée une harmonie dans les villages. Ça, c'est clair. On le voit tout de suite. J'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce que les femmes essaient également de partir quand on leur donne une vision des activités avec lesquelles elles peuvent gagner un revenu? Est-ce qu'elles restent? Euh, il y a plus d'un an, le gouvernement népalais avait en fait déclaré que les femmes, je pense que c'était entre 30 ans et 50 ans, n'avaient pas le droit de partir. Donc, où ils devraient avoir l'accord de leur mari, de leur père et même du gouvernement local. Et donc, bien sûr, de telles règles vont pas en fait empêcher les femmes de partir, mais alors elles vont essayer par tous les moyens possibles de partir. Et donc là, bien sûr, il y a un grand risque de trafic humain et qu'ils utilisent en fait ces voies-là pour partir du pays. Et donc, souvent, elles se retrouvent dans des situations très, très précaires, que ce soit en Arabie Saoudite, Koweït, etc., où bah, les familles pour lesquelles elles travaillent vont retirer leur passeport. Elles n'ont pas d'argent. Souvent, elles travaillent juste pour être nourries et logées, sans vraiment toucher de l'argent. Sans passeport, elles peuvent même pas partir. Et je pense que c'est en Arabie Saoudite où il faut l'accord de l'employeur pour changer d'employeur ou même de partir. Donc là, certaines ONG comme Madi Népal, etc., ils travaillent, et aussi notre partenaire Vorec, pour en fait sensibiliser le gouvernement népalais, mais aussi de mettre en place des accords bilatéraux pour empêcher euh,
l'exploitation en fait des jeunes et des femmes népalais, donc avec un certain revenu garanti, etc. Donc c'est très très compliqué, mais et souvent ils prennent un prêt pour partir où il leur faut déjà 10 ans pour le rembourser. Donc pendant 10 ans, elles vont pas pouvoir envoyer grand-chose comme argent à leur famille parce qu'il faut déjà rembourser le prêt. Et s'ils partent précipitamment, bien sûr, elles reviennent au Népal avec des dettes. Et ça complique bien sûr les choses. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides aussi, on n'en parle pas parce que les gens ne voient pas comment s'en sortir avec une situation économique difficile. Mais on voit que dans nos projets, vraiment, si on soutient les gens avec un business plan, avec des nouvelles technologies, comment gagner de l'argent, une étude de marché, etc., qu'elles arrivent à gagner bien leur vie et à même demander à leur mari de rentrer dans le pays pour leur aider à la culture des légumes, etc. Euh, on a encore quelques minutes, donc je peux encore prendre des questions. Quel est le soutien que vous recevez de la part du gouvernement des institutions népalaises? Donc, au Népal, c'est un petit peu plus difficile que en Inde parce qu'il y a très peu de programmes gouvernementaux qu'en Inde où on peut dire, voilà, vous préparez une demande et vous touchez de l'argent pour des activités génératrices de revenus, etc. Mais nous, quand on travaille sur des nouvelles propositions de projets, on, on veut qu'une partie du budget soit aussi contribuée par le gouvernement local népalais. Donc, tous les mois de juillet, par exemple, une municipalité rurale doit mettre en place leur budget. Et là, vraiment, on pousse que eux, ils contribuent au moins 20% de leur budget aussi pour notre projet. Parce qu'on dit qu'à travers cette contribution, le projet va être pérenne. Bien sûr, ils peuvent pas donner de l'argent pour des salaires, etc., et des formations, mais par exemple, on peut alors dire, ou bien vous financez la partie agriculture, nous, on finance la partie éducation, etc., ou vous contribuez vos 20% et on peut augmenter le nombre de bénéficiaires. Donc ça, c'est très important, mais aussi, comme je l'ai dit avant, on veut aussi que les populations locales contribuent un minimum. Si elles sont pauvres et ne peuvent pas contribuer avec de l'argent, bien sûr, elles sont aussi disposées à donner de leur temps, ressources humaines pour des projets de construction, etc. Et ça, on voit aussi qu'il y a de l'appropriation du projet et des activités de leur vie. Euh, je pense que ça fait maintenant 5 ans qu'il y a eu les élections au niveau local, parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment de gouvernement local en place. Après 20 ans seulement, il y avait de nouveau des élections. Et donc ça nous a permis vraiment de travailler avec les gouvernements locaux et aussi de travailler sur des budgets aussi pour les femmes. Donc, ce qu'on appelle gender sensitive budgeting. Donc, on veut que une partie du budget soit aussi dédiée à des actions pour soutenir les femmes et leurs familles. Et là, on fait des formations, on leur pousse à développer ce genre de budget pour aussi contribuer une partie de leur budget pour nos actions. Et ça marche très bien. Parce que les gouvernements sont tellement contents de nous avoir comme bailleurs et de voir les changements concrets sur le terrain. On n'est pas juste là pour faire quelques actions et puis on repart comme d'autres ONG le font, mais on reste quelques années. Euh, les gouvernements locaux visitent les projets avec nous, donnent leur avis. C'est vraiment une co-création et un monitoring qu'on fait ensemble pour faire avancer le projet et aussi l'impact. Ça, c'est très important pour nous. Voilà, donc il nous reste encore 5 minutes. Donc, je peux encore prendre peut-être une question ou deux. Sinon, on peut clôturer la session. J'espère que
Ça vous a plu. Bien sûr, c'était le premier webinaire où on a parlé un petit peu ben, de nos projets. Dans le futur, on peut peut-être aussi sélectionner des secteurs d'activité comme l'éducation ou la santé, etc., et vraiment aller plus dans les détails de nos actions. Mais je pense que pour aujourd'hui, c'était déjà une première session pour vous donner un petit peu une vue globale sur notre travail au Népal. Et je me réjouis déjà de vous raconter de notre prochain périple en Inde, où on va aller dans les mines de mica, où il y a le travail des enfants, les crèches avec les enfants mal nourris, euh, aussi ben, le projet sur les droits des enfants. On va aussi avoir le Partners Meeting, donc tous les partenaires du Népal et de l'Inde vont se réunir pendant 2, 3 jours pour travailler sur une nouvelle stratégie pour notre nouvel accord cadre sur 5 ans qui va débuter en 2027. Et après, je vais encore visiter un projet climat qui va se terminer fin janvier et une campagne contre les mariages précoces. Donc, c'est des semaines très intenses en Inde, en espérant qu'on aura notre visa business. On l'espère, c'est très très compliqué actuellement de recevoir un visa, donc beaucoup de documents à fournir et on croise les doigts que tout se passe bien et qu'on peut partir le 24 octobre en Inde. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et les questions très intéressantes que vous avez posées. Donc, et je vous souhaite une très bonne soirée et merci beaucoup pour votre soutien. Vous voyez bien que euh, tout le soutien que vous faites à nos projets, il y a vraiment de l'impact sur place. Et sans vous, on ne pourra pas faire tout ce travail. Donc, un grand, grand merci de notre équipe et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup et à bientôt.